Donc mes concours, c'était en 2014, soit la même année que les Jeux à Sochi, tu vois. Donc ça me faisait un peu mes JO, tu vois. Des JO que d'ailleurs je voulais, que je visais avant d'arrêter le ski. C'était mon mot de passe, je me rappelle, de tous les ordis. Genre, en gros, ma mission, c'est, t'as un caillou dans la chaussure, moi je t'aide à t'arrêter et on enlève le caillou et tu peux repartir en courant et en criant et en étant trop heureux, tu vois. Versus marcher 10 km en râlant parce que t'as un caillou dans la chaussure. Donc, enlevons nos cailloux dans la chaussure. Hello et bienvenue dans le Sens au carré, le podcast produit par Awake qui te fait rencontrer les rôles modèles de demain. Je suis Lucie Maurer et j'ai le plaisir de partager avec vous ces rencontres. Alors, qu'est-ce que c'est un rôle modèle ? C'est quelqu'un dont le comportement, l'exemple ou le succès peut être imité par d'autres. Alors ici, notre idée, c'est de vous faire rencontrer toutes sortes de parcours, de personnes et de vous permettre de vous inspirer tous les mois avec des invités qui auront la générosité de partager un peu de leur histoire. Chose rapide à savoir sur moi. Je suis lyonnaise et fière de l'être. Je travaille chez Awake depuis 2021 en tant qu'ingénieure multitâche, awakeuse et comédienne et surtout passionnée de comédie musicale. Ici, je serai avant tout votre hôte pleine de curiosité. Alors c'est parti pour une bonne dose d'inspiration et bonne écoute. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on plonge dans l'histoire inspirante de Naïs Di Tommaso Yepke. Une femme qui a toujours su réajuster sa trajectoire pour rester fidèle à ses aspirations. De ses débuts prometteurs dans le ski alpin de haut niveau, avec en ligne de mire les Jeux Olympiques de Sochi 2014, à la décision courageuse de tout arrêter après une blessure au genou. Naïs nous raconte comment elle a transformé finalement chaque obstacle en tremplin. Elle partage son parcours unique, le sport-études, les championnats de France, les concours d'école de commerce qu'elle a vécu comme ses propres JO, puis la quête d'excellence en cabinet de conseil. Mais aussi comment elle a su écouter cette petite voix qui lui disait que ce chemin-là n'était pas le sien. Aujourd'hui, la mission de Naïs, c'est d'accompagner les autres à franchir leur propre cap, qu'ils soient pro ou perso, en enlevant un à un les cailloux dans leurs chaussures pour les aider à avancer vers une vie plus épanouie. J'ai vraiment adoré partager ce moment avec Naïs, son témoignage qui fait d'elle pour moi un rôle modèle féminin. Elle me donne l'envie d'aller soulever mes propres petites montagnes. C'est une conversation riche en apprentissage, en résilience et en audace, que vous ne voulez pas manquer. Bonjour Naïs, bienvenue sur le podcast du Sens au carré. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi. Naïs, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui nous écoutent de la façon qui te fait plaisir ? Ok. Je m'appelle Naïs Di Tommaso Yepke. J'ai 32 ans demain. Bon anniversaire en avance. Et je vais dire ça. Aujourd'hui, je suis coach certifiée, formatrice professionnelle en management soft skills. J'ai créé mon entreprise, Joya Accompagnement, donc je suis indépendante. Et je vais devenir thérapeute. Je finis cette formation-là courant mai-juin. Voilà. Thérapeute dans une spécialité particulière ? Ouais, en intelligence relationnelle. C'est un modèle inventé par François Ledouze. Voilà. Pour en parler, ça me passionne, mais ouais, c'est un type d'accompagnement, de thérapie. Tout corporelle, notamment, une thérapie corporelle. Voilà. Ok, ça marche, merci. Et donc avec Naïs, on se connaît par rapport à Awake, notamment. Donc toi, tu as rejoint Awake l'année dernière. Ouais. Tu as suivi le parcours Awaker. À travers les différentes discussions qu'on a pu avoir, ce qui m'a vachement touchée chez toi, c'est vraiment le sens que l'image que tu me renvoies, c'est que tu vas avoir un objectif et que tu te fixes cet objectif. J'ai l'impression que tu te fixes l'objectif et que tu y vas, quoi qu'il arrive, que tu peux avoir une vie personnelle très riche, mais qui n'intervient pas forcément avec cet objectif. Enfin, que tu le poursuis sans forcément trop te laisser influencer par ta vie personnelle. Ou pour te donner un exemple, quand je t'ai rencontrée, tu étais du coup enceinte. T'attendais un heureux événement et tu m'avais dit on se verra sûrement au séminaire cet été. On était en mars. Moi, je m'étais dit, Naïs, jamais je la vois en août. Et qui je vois arriver en août ? Naïs. Et j'ai trouvé ça assez exceptionnel parce que à ce moment-là, je me suis dit, waouh, ah ouais, elle a pas lâché, quoi. Elle a pas lâché, elle y est allée. Et moi, c'est pas souvent que je vois ce modèle-là, en tout cas, qui montre que, en fait, non, la vie ne s'arrête pas Ah ouais, je commence. avec les événements qui arrivent. Et donc là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose à aller
sûrement aller creuser et que j'ai trouvé hyper inspirant. En tout cas, Merci. Merci. C'est cool de voir un peu ce qu'on renvoie. Et ça me touche que tu dises ça, déjà parce que... alors, sur l'aspect des objectifs, c'est clair que je suis faite de ça. Enfin, genre, c'est vraiment ce qui me définit. Je crois que ça, je le tire de mon expérience de sportive de haut niveau en ski alpin. Peut-être que c'est de là, ou enfin, la poule et l'œuf, j'en sais rien, tu vois. ça, on va revenir dessus. Oh ouais, mais ouais, en tout cas, c'est là. Et c'est vrai que moi, les journées où j'ai pas ça, j'aime pas, quoi, tu vois. Donc, je vais me le rechercher, j'ai besoin d'avoir en perfusion. Et pour le relier à la question de la vie perso, notamment des enfants, ça a été... En fait, moi, je savais pas du tout si je voulais des enfants longtemps parce que j'avais pas justement ces rôles modèles de femmes qui allaient continuer à avoir des objectifs ambitieux, soit professionnels ou personnels, si tu veux, mais en tout cas individuels en tant que femme, avec une vie de famille. J'avais eu plein de rôles modèles, autres si tu veux, mais je le voyais toujours comme un renoncement à des aspirations, tu vois. Et moi, je faisais 10 000 trucs et j'essaye de faire 10 000 trucs encore, tu vois. Du théâtre d'impro, du sport, plein d'autres sports que le ski alpin aujourd'hui, et puis une activité entrepreneuriale. Et pendant un moment, je me suis dit, mais non, je veux pas d'enfant, en fait. Tellement ça, c'est important pour moi, tellement la liberté, c'est important pour moi. Et en fait, c'est quand j'ai déconstruit ça que je me suis autorisée à avoir des enfants. Et donc, j'essaye de, tu vois, de vivre ce modèle cohérent parce que je me suis donné les autorisations avant d'avoir le bébé pour vivre ça. Donc c'est chouette que toi, tu le vois comme ça. Tu vois, c'est un bon feedback. Même si c'est pas tous les jours facile parce que mon bébé, il a que 8 mois là. C'est sûr que je dois faire des réajustements, tu vois. Oui. Voilà, mais en tout cas, je veux mixer les deux. Enfin, tu vois, on a une vie, mais je veux pas renoncer à des aspirations pro ni perso à cause de l'autre partie. Tu vois ce que je veux dire? Je vois totalement. Et ça, pour moi, c'est justement le type de rôle modèle qui me manque, en tout cas au quotidien. Et c'est de voir des personnes, et pas que des super chefs d'entreprise qui te disent comment elles ont réussi, plutôt les femmes du quotidien que je peux amener à croiser, qui me prouvent que mon idée d'eux, je pense que c'est possible. Ouais. Et elle est faisable, et en tout cas qu'elle peut exister. Donc en tout cas, merci pour ça. Du coup, une de mes premières questions, c'est qui t'étais un peu quand t'étais adolescente? Ouais. Ouais, alors ado, c'est quoi? C'est 10, 20 ans? Je sais pas. 10, 15 ans? Ouais, 15-20 ans. Ok. Eh ben, j'étais sportive de haut niveau, en ski alpin. Donc moi, je suis savoyarde. Et à ce moment-là, 15-20 ans, j'intégrais le pôle France de ski alpin à Albertville. Donc on était à l'école que le matin, que l'été. Et encore, quand j'ai l'été, on partait à Ushuaïa pour la neige d'hiver pendant notre été à nous. Donc, qui j'étais, c'était cette skieuse qui essayait d'avoir son bac, si tu veux, à côté, dans ces modalités-là. Mais je poursuivais mon objectif à ce moment-là, qui était de devenir championne olympique de ski alpin. Ok. Donc, je faisais du ski, du sport. Je vivais du coup en collectivité parce que j'étais à l'internat. Et sinon, j'étais dans mes équipes, alors au comité de Savoie. Et puis après, avec des ouvertures en équipe de France, etc. Mais je vivais tout le temps avec les filles du groupe, qui étaient d'ailleurs mes amies, mais aussi mes concurrentes le jour J, ce qui est très particulier dans le ski alpin. Les entraîneurs. Chaque année, des fois, ce groupe était amené à évoluer en fonction des objectifs, des résultats obtenus. Et voilà, donc avec beaucoup de voyages aussi, parce que le jour de la course, je te dis n'importe quoi, c'est le jeudi. La semaine avant, on venait pour skier la piste, s'entraîner sur la piste avant la compète. Et donc, j'allais de station en station, en France, en Europe, comme je disais au Ushuaïa tout à l'heure. Donc voilà, c'était ça, j'étais cette personne. Ok, et quand t'as commencé le ski toute petite, du coup, en étant savoyarde, ou pas du tout? En fait, alors, je suis savoyarde, mais je suis citadine. Alors, pour les non-savoyards, ça paraît fou, quoi. Je suis juste née à Chambéry, mais je suis pas née dans une station avec les skis aux pieds. Mes parents sont pas du tout skieurs. Ils m'ont mis, si tu veux, au ski comme ça. Et j'ai eu la chance de tomber sur un moniteur qui me mouchait. Et moi, j'étais enfant, tu vois, je sais pas, je devais avoir 2-3 ans. Et je revenais et je kiffais parce qu'il prenait soin de moi, ce moniteur, tu vois, il me mouchait. Alors, je sais pas si c'est un rôle modèle. En tout cas, il a joué un rôle de fou, ce mec, parce qu'il m'a donné envie de continuer. Et en fait, c'était l'entraîneur du club, ce moniteur, tu vois.
Et donc, un jour, il m'a dit, mais viens quand même au club. Je te dis, viens, mais j'avais 3 ans, il a dû parler à mes parents. Et je sais pas, je n'en sais rien. Et j'ai commencé les compètes comme ça. Et en fait, je m'éclatais, j'étais avec mes potes, on chantait, je me rappelle, les Disney en remontant, tu vois, les remonter pour être très très fort pour qu'on s'entende des télésièges ou des perches. Et je me rappelle plus ta question. Presque la prochaine question que je pourrais te poser, c'est donc, ok, t'as commencé le ski comme ça, et comment tu passes de j'ai rejoint le club à 4 ans, du coup, je sais plus, c'est court comme ça. Ouais, CP le prêt. Ok, je deviens championne olympique. Alors, je suis pas devenue plus. Enfin, le goal, c'est ça. Ouais, bah je pense que, en fait, rapidement, j'ai gagné des compètes d'enfants, tu vois. Et puis après, d'enfants, d'ados, et puis après... Donc, j'étais dans un club citadin. Je me rappelle, on arrivait, il y avait des clubs, tu vois, des styles de clubs Courchevel. Donc, mon club, c'était à La Rochette, CTMR, club touristique montagnard Roche-toi. Et en fait, on arrivait dans les grands clubs. Au début, on était 2, il y en avait 15 dans les grands clubs, tu vois. Et puis, en fait, je me suis mise à gagner. Et puis, je me rappelle, il y a une fille qui avait 1 an de plus que moi, qui avait tenté des tests pour rentrer en sport-études. Et moi, je me suis dit que je voulais faire ça, tu vois. Elle m'avait raconté en 6e, du coup, t'es à l'internat, tu fais du sport tout le temps et tout. Ben, voilà, moi, j'ai tenté juste pour voir, j'ai été prise. Et puis là, je pense que j'ai continué à gagner. Et du coup, il y a des entraîneurs qui, peut-être, m'ont vu, m'ont dit, si tu veux continuer, parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire, il faut changer de club, t'entraîner davantage. Et là, j'ai changé de club pour Arèche-Beaufort. Et on va dire que c'est là que ça a commencé un peu plus, tu vois, au collège, quoi. Ok, Assez rapidement, ouais. T'as 12-13 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, il y a déjà des championnats de France, tu vois, même en minime, donc 14-15 ans, t'as déjà des compètes internationales. Voilà, ça peut monter très vite au ski parce que il y a des personnes, bon, c'est rare, tu vois, mais qui gagnent des Coupes du Monde à 17 ans, 18 ans, tu vois. Voilà. Ok. Et ça, pour ta famille qui, du coup, fait pas forcément du ski, c'est assez évident de te laisser partir en sport et études ou ça a été une petite bataille? Écoute, non, alors c'est marrant parce que là je revois l'histoire autrement maintenant que j'ai un bébé, tu vois. C'est Indy qui part en internat à 10 ans, je fais... Mais non, moi, en fait, ma famille est sportive, tu vois. Ce sont pas des skieurs, mais des sportifs. Ils m'ont toujours soutenue dans les projets. Et je me rappelle, j'avais une discussion avec mes parents. Alors, soi-disant, ils m'ont appris ce projet par ma prof de clarinette. Ma prof de clarinette dit, c'est dommage, j'arrête la clarinette. Ah bon? Bah ouais, elle a réussi les tests, elle part en internat. Mais il faudrait que je reparle à mes parents de ça, parce que ça me paraît fou que j'ai fait les tests sans leur parler. Bref. Et j'ai eu la chance, ils m'ont toujours soutenue, tu vois, parce que j'avais un pote, notamment, qui n'avait pas pu partir. Ses parents lui avaient dit, non, reste, tu vas pas à l'internat à 11 ans, quoi. Et ça m'avait fait de la peine de voir qu'il n'avait pas pu vivre son rêve, même si c'était des rêves de, tu vois, 10-11 ans. Et moi, c'est vrai, ils m'ont toujours soutenue. Même, ils m'ont aidé à prendre la décision, parce que je me rappelle, la peur que j'avais, c'était, je vais lâcher tous mes copains, mes copines de primaire. Et imagine, je me fais pas d'amis, quoi, au collège. Et mon père m'avait fait écrire dans une colonne, tu vois, les avantages, les inconvénients. Et puis, il y avait un seul inconvénient, c'est si j'ai pas d'amis, tu vois. Donc, voilà, il m'aidait comme ça. Et ouais, j'ai la chance qu'il m'ait fait confiance, soutenu dans le projet sans me mettre aucune pression. Tu vois, ça, c'est une chance de fou parce que dans le milieu du ski, même du sport en général, il y a beaucoup de parents qui étaient des anciens, par exemple, skieurs, tu vois, et qui mettaient inconsciemment ou pas, tu vois, la pression de résultats sur les enfants. Moi, j'avais juste le soutien parce qu'ils comprenaient, en fait, ma passion du sport, mais voilà, dans le positif. Ça, je suis hyper reconnaissante de ça. Et donc, potentiellement, si tu avais réussi ou pas une compète, ouais. Si tu rentrais chez toi après, chez tes parents, c'était pas ni la fin du monde, ni quoi que ce soit, quoi. Non, c'était la fin du monde pour moi, mais absolument pas pour mes parents. Ma mère, elle venait me voir. Alors, elle est venue très peu parce qu'elle avait peur, finalement. Donc, la fois où elle est venue me voir, elle me disait, tu vas pas trop vite, hein. Si, en fait, c'était le délire du ski alpin, tu vois. Donc, ma mère, vraiment, elle était plutôt dans le soutien, qui était tout à côté. Avec mon père, on parlait vachement plus de la performance, mais il était que dans le soutien à relativiser, parce que toute seule, j'ai plutôt tendance à déjà me mettre au fond du trou les moments où, tu vois, ça marchait pas bien.
Donc, plutôt dans du soutien positif et inconditionnel, tu vois. Ok, donc là, on a eu ton moniteur qui te mouchait, Ouais. qui t'a vraiment montré que prendre soin des gens, c'est chouette. Tes parents qui t'ont soutenu d'une certaine façon émotionnelle. Ouais. Et lorsque tu es en internat en sport-études, est-ce que toi, tu trouves un repère, une collègue Ouais. ou un coach pour te guider un peu à travers cette aventure-là? Ouais, de fou. Déjà un entraîneur, une rencontre avec un entraîneur. C'était l'entraîneur du club d'Arèche quand j'étais encore au club, tu vois, du CTMR. Et c'était le surveillant aussi du collège, tu vois. Et en fait, ça fit de fou avec ce gars. Et je le suis à Arèche-Beaufort, à la place des saisies, parce que mon internat, enfin mon sport-études était à Beaufort. Et Beaufort, il y a 2 stations à côté, Arèche-Beaufort ou les saisies. Je vais peut-être faire de la mauvaise pub, mais les saisies, c'est plus ensoleillé qu'Arèche-Beaufort, tu vois. Et il fait un peu plus chaud. Donc, c'est un peu plus agréable quand t'es enfant et que t'es un peu frileux, tu vois. Mais les pistes sont hyper intéressantes à Arèche, mais surtout, il y a Fabien, mon coach, tu vois, qui va devenir mon coach. Et j'ai fait ce choix de club, non pas pour le soleil, et d'ailleurs, j'avais plus de copines à l'époque au saisies, mais pour suivre cet entraîneur. Et avec qui il y a eu une relation hyper forte d'entraîneur-entraîné, m'entraîner pendant quelques années. Après, je suis partie au comité. Après, je suis retournée dans son groupe parce que ça matchait. Et aujourd'hui, on a encore un lien très fort. Et enfin, ma parenthèse, quoi, tu vois, ce chapitre de vie de ski n'aurait pas du tout été pareil sans Fabien. Ça, c'est clair. Il y a eu d'autres coachs aussi et qui ont lien avec une autre personne qui m'inspire, mais c'est Michel, qui était un ancien entraîneur national et qui était aussi père d'une copine, tu vois, de même année avec qui on concourait. Et aujourd'hui, c'est ma meilleure amie, témoin de mariage, voilà. Et en fait, il suivait sa fille et moi en même temps. Et on avait tu vois, ce trinôme voilà, qui se formait. Et Clémentine, du coup, sa fille, m'inspirait aussi beaucoup. Elle avait un style complètement différent du mien dans le ski. Et donc, elle m'inspirait dans toutes ses qualités que moi j'avais moins. Et je pense peut-être inversement. Et donc, on faisait un beau binôme ensemble. Déjà d'amis, le soir, tu vois, quand tu raccroches les skis et que tu te poses du coup à l'hôtel, on vivait dans les hôtels majoritairement. Voilà, on rigolait, mais on s'inspirait aussi dans le ski et dans la vie d'athlète qu'on avait, quoi. Et tu me parles d'un moment où tu es partie au comité. Qu'est-ce que c'est le comité? Ouais, alors le comité, c'est en fait une sélection de jeunes skieurs. Savoie, Haute-Savoie, enfin voilà. La Savoie, ça fait partie des plus gros départements dans le ski alpin, donc c'est une grosse sélection, on va dire. Et là, du coup, on change de club, on change pas de club, on change d'entraîneur. Et on ne choisit plus son groupe, on choisit pas. Et ça a été un moment hyper compliqué dans ma vie, hyper compliqué. À ce moment-là, tu as toujours 17 ans? J'ai 16 ans, ouais. 16 ans, donc j'ai gagné des titres de championne de France. C'est vrai, je suis à un bon niveau, tu vois. Vraiment, Pôle France, je gagne les sélections dans les préparations physiques. Je sais plus, je crois que je fais un top 5 général des France. Bref, et à 16 ans, en fait, tu passes dans la cour des grands, c'est-à-dire tu passes dans la Fédération internationale de ski, et tu n'es plus, tu vois, il n'y a pas plus que les 15-16 ans qui concourent ensemble, mais tu as les 16 ans et plus, tu vois. Et tu t'es ouvert de Coupe d'Europe, Coupe du Monde, etc., etc. Donc, bref, le grand bain. Et là, avec des coachs, et en fait, ça s'est très, très, très mal passé avec mes entraîneurs. Ils me détestaient, on se détestait. Et ça a été hyper compliqué parce qu'en fait, ils ne croyaient pas en moi. Et moi, à ce moment-là, j'avais besoin qu'on croie en moi pour croire en moi. Et donc, voilà, je quitte Fabien, Michel et Bertrand aussi, un autre coach que je n'ai pas mentionné, mais qui a été important pour moi. Et je passe avec des coachs qui ne m'ont pas vraiment sélectionné. Ils ont dû me sélectionner grâce à mes résultats et mes chronos. Tu vois, le ski, en fait, c'est le chrono qui juge. Donc après, tu prends les personnes qui gagnent, qui sont devant. Et là, ça a été assez affreux. Je sais pas trop comment en parler, tu vois, mais bref, hyper compliqué sur ma construction de skieuse, même de femme, parce que tu vois, à 17 ans, 18, jusqu'à mes 20 ans, en fait. 16 ans, c'est vraiment le moment où tu pourrais croire en toi si vraiment on te pousse, si on te soutient énormément, qu'on te pousse un peu vers tes limites, mais pas trop non plus.
Et quand on le fait pas ou si on te pousse trop fort derrière tes limites, ça peut être hyper destructeur parce que finalement, tu sais plus trop où tu dois aller, qui tu es. On reste quand même encore un enfant. Exactement, et je le voyais pas à l'époque, tu vois, je me pensais grande. Et en fait, j'avais vachement de culpabilité en mode pourquoi j'ai besoin que mes entraîneurs y croient en moi, pour croire en moi, tu vois, j'étais pleine d'injonctions comme ça, de pas aller, t'as besoin de personne, vas-y et tout. Et en fait, là maintenant, je m'aperçois qu'à 16 ans, ouais, on est encore super jeune. Et tu vois, je sais pas si aujourd'hui je pourrais mettre le. Enfin, j'ai subi des humiliations, tu vois, on me disait, t'es une merde, tu vois. Tu es une merde. Cash, comme ça. Ouais. Ok. Tu es une merde, tu skis comme une merde. Et bref, plein d'événements comme ça où là, quand je fais une relecture de ça, je me dis, ça va vraiment pas, tu vois. Et ça a été super compliqué pour moi. Du coup, pendant 2 ans, le saut dans le grand bain, alors que je faisais partie des meilleurs espoirs français, dégringolade. Dégringolade. Mais des fois, je faisais des perfs, tu vois, qui me permettaient de rester dans le circuit. Et en fait, ces moments-là, c'est quand, par exemple, vacances de Noël, je disais, OK, je pars de comité, la sélection, et je m'entraînais avec mes entraîneurs, tu vois. Et je repartais à la maison avec des entraîneurs qui me disaient, ça va le faire, fais ton ski, tu vois, relâcher, machin, des bases, tu vois, ce qui est simple et fort. On faisait des trucs simplissimes. Et boum, je revenais et je tapais une perf. Ce qui est bien et pas bien, parce qu'en fait, du coup, ils étaient obligés de me reprendre la suivante, tu vois. Alors que j'étais pas dans un environnement qui était sain pour moi. En tout cas, j'ai pas réussi à m'adapter à ça. Et la 3e année, quand même, je suis partie. Je suis retournée avec Fabien, mon entraîneur. Et là, du coup, j'ai eu à nouveau des résultats et surtout un bien-être, tu vois. J'étais là, j'étais heureuse d'être sur les pistes. Je reconstruisais, en fait, une confiance en moi et le sens d'être ici, de pourquoi je fais ça. Et voilà. Et là, je fais un début de saison super. Et puis, je me blesse assez gravement. Première opération qui n'a pas marché. 2e opération qui n'a pas marché. À ce moment-là, je fais du fauteuil roulant. Et en fait, là, on est à 20 ans, au moment du bac. J'ai encore mal au genou après 2 opérations. Des résultats qui sont ultra prometteurs et surtout un kiff retrouvé sur les skis. Mais j'ai toujours mal au genou alors que je plie même pas la jambe, si tu veux, de moitié. Donc, je prends la décision d'arrêter le ski à ce moment-là. Cette décision-là, j'imagine que tu t'es pas réveillée un matin en te disant ok, j'arrête. J'imagine que ça a dû être plusieurs allers-retours avec toi-même et toi-même. Qu'est-ce qui t'a fait faire le choix? Je peux pas te répondre. D'accord. J'ai un énorme blackout de cette période. Je ne me rappelle plus comment j'ai pris cette décision. Je me rappelle de la douleur. J'avais très mal, en fait. J'avais Philosophie Magazine qui était sorti, que nous apprend la douleur. Je te jure, je l'avais acheté. Je me suis dit, ça va pour résoudre. J'avais mal. Je me rappelle de ça. Je me rappelle de la première fois que je me suis fait opérer. C'était complètement OK, en fait. Enfin, tu vois, les skieurs, les skieuses, ils sont tous opérés du genou. Alors moi, c'était pas les ligaments, c'était le tendon rotulien, tu vois. Mais voilà, ça fait partie du game. Je vais revenir plus forte, machin. Mais après 2e opération, parce que ça marche pas, je me rappelle de la douleur dans le fauteuil. Et puis, je me rappelle de discussions avec ma prof de maths de l'époque qui commence à me parler de ce que je peux faire après le bac. Parce que moi, je voulais avoir le bac pour assurer quelque chose, mais soutenir le projet sport, tu vois. Et je me rappelle de ces discussions, mais je me rappelle pas du moment où j'ai pris la décision. Voilà. En tout cas, cette prof de maths m'a quand même ouvert des pistes sur la suite, parce que je connaissais rien du monde de l'entreprise. Je connaissais rien, en fait, à part le sport, où tu vois, ma mère est instite, mon père est commercial, et puis dans ma famille, j'ai que des profs de sport. Voilà. Donc je connaissais ces métiers, tu vois, mais rien d'autre. Et du coup, voilà, j'ai ces souvenirs de là. Et je pense que de pouvoir me projeter un peu sur la suite, ça m'a peut-être aidé à prendre la décision d'arrêter le sport. Et ça, tu vois, je savais pas ce que je voulais faire. J'aimais bien manger. Je dis, je veux être guide Michelin. Elle me fait, oh, peut-être pas. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre parce que pour être guide Michelin, pour faire ça, ça, ça. Et ouais, j'avais 2-3 pistes. Et en fait, j'ai choisi... Ambitieuse quand même, hein. Guide Michelin. J'aime bien manger. Vous êtes guide Michelin. C'est pas ouais. C'est parce que je voulais pas cuisiner. Je déteste cuisiner. J'aime bien manger, tu vois. Donc, je voulais tester. Tu vois, avoir la belle vie d'aller tester les trucs, quoi. Et rester dans les hôtels quand même. Ouais, c'est vrai. Je mets un peu le type comme ça. Et donc, du coup, là, à ce moment-là, t'as 20 ans, c'est ça? Ouais. Ok.
Et c'est quoi cette... Donc là, à ce moment-là, tu fermes le chapitre ski. Ouais. Et comment... est-ce que tu te souviens comment le nouveau chapitre, il s'est ouvert et qu'est-ce qui t'a motivé à ce moment-là? Parce que tu l'as dit, une fois que tu étais revenu sur les pistes avec les coachs que tu aimais bien chez toi, ça refaisait sens d'être sur les skis. Donc, si ça faisait sens le jour où tu l'es plus, comment t'as retrouvé quelque chose qui faisait sens pour toi derrière? Ouais, alors, du coup, ces discussions avec cette prof de maths, Annie, on élimine Guy Méchin. Et j'avais encore 2 options, c'était psycho ou prépa qui ouvre avec des écoles de commerce. Ça, je connaissais pas cette voie, mais elle m'en avait parlé. Et psycho, et malheureusement, à ce moment-là, les conseils ont été tu t'orientes de manière très serrée alors que tu ne sais pas ce que tu veux faire. Peut-être ouvre-toi le maximum de portes. Voilà. C'est comme ça que j'ai choisi, si tu veux, la prépa à l'école de commerce. Mais aujourd'hui, tu vois, je reviens de plus en plus vers psycho, donc c'est la vie, tu vois. En tout cas, c'est les conseils que j'ai reçus à ce moment-là et qui m'ont aidée. Mais voilà. Et donc, j'ai choisi prépa, parce que prépa, j'avais 2 ans. Donc, mes concours, c'était en 2014, soit la même année que les Jeux à Sochi, tu vois. Donc, ça me faisait un peu mes JO, tu vois. Des JO que d'ailleurs, je voulais, que je visais avant d'arrêter le ski. C'était mon mot de passe, je me rappelle, de tous les ordis. Je peux le dire aujourd'hui, j'ai changé, on va pas me hacker, hein, c'est des comptes. Mais tu vois, j'allais Sochi 2014, etc. Et donc, en fait, Vraiment, ouais, c'était bon, tu vois, mon objectif, quoi. Et ça donnait, tu vois, c'était trop bien. Quand je disais que ça donnait du sens à ma vie, tu vois, c'était, je me levais le matin, je savais ce que je poursuivais. Là, la prépa, ça a servi de substitut dans ce sens. Tu vois, je savais que du coup, je préparais mes concours dans 2 ans et que je devais tout faire pour réussir ces concours. Donc, ça rejoignait le sport de haut niveau. Il y avait une préparation mentale, tu vois, de rester dedans, de continuer de réviser, d'être à fond, etc. Préparation physique, il fallait bien dormir, il fallait bien manger, je continuais de faire du sport pour, tu vois, avoir un environnement sain. Tu vois, en fait, c'était vraiment une préparation 360. Donc ça, je me suis régalée et en plus, ça m'a ouvert quand même des portes énormes parce que moi, j'allais juste en cours comme ça, tu vois, mais là, j'ai vraiment appris plein de choses hyper intéressantes, en géopo, etc. Enfin, voilà. Hyper épanouissant ces 2 ans et la tête dans le guidon. Donc là, c'était complètement OK. Enfin, je pensais pas trop, tu vois, au ski alpin, tu vois. Et la réussite des concours, j'ai l'ESCP Europe, tu vois, qui est une surperf par rapport à où j'arrivais et mes 2 ans quand même en prépa. Donc super contente de ça. Dans ma tête, il y a une petite réparation, tu vois. J'ai réussi mes JO à moi, tu vois. J'ai réussi à avoir l'ESCP et c'est chouette comme ça. Je suis capable. Ouais, d'atteindre mes objectifs. C'est ça, je suis capable d'atteindre mes objectifs. Et là, j'arrive en école. Et première année, boulimie de la vie, Paris, les assos, tu vois, je suis allée... T'étais à Paris? Ouais, Paris, dans le 11e, tu vois, régalade, quoi. Bar à l'intérieur de l'école, au sous-sol, qui ouvre à 16h, la pinte à 2 €, voilà, on s'amuse bien. La comédie musicale, je suis actrice-chanteuse dans une comédie musicale. Le hand, j'étais dans le guide étudiant, tu sais, à la recherche des bons plans. Là, boulimie de la vie, franchement, je pense pas tellement au ski, parce que ça m'ouvre des horizons de fou, j'ai les spectacles, les confs, les musées de Paris, tu vois, voilà. Et en fait, le malaise, il est apparu au bout d'1 an d'école, 2 ans, où là, en fait, je viens de trouver un premier stage, tu vois. Mais ok, enfin, en fait, j'ai pas du tout envie de faire du marketing, j'ai pas du tout envie de faire de la finance, tous les métiers de l'école de commerce, il y a rien qui me parle, je suis complètement perdue. Et là, je crois que je réalise que je suis plus la skieuse et que je dois me construire un futur qui soit épanouissant, tu vois. J'ai que, là, je sais pas, j'ai 24, 25. Je peux pas, vivre la suite de ma vie en disant c'était mieux le ski parce que j'avais un sens à ma vie, tu vois. Ouais. Et là, ça a été hyper questionnant. Enfin, tu vois, petite crise existentielle à ce moment-là de savoir qui je suis, où je vais, comment j'y vais, etc. Ça répond à ta question. Pas grave, bien sûr. Ok. Ouais, non, j'étais plongée dans ce que tu racontais, où j'étais en train de t'imaginer être au taquet de partout, dans toutes les assos, les projets, être hyper investie. Et c'est vrai que ce cocon-là de l'école de commerce ou de l'école supérieure peut être super sécurisant parce que tu es un peu dans une espèce de microcosme où tu connais les gens, c'est quand même facile de les engager, d'aller communiquer sur un projet que tu fais. Et en même temps, tu continues à apprendre tout le temps. Tu es rythmé par les partiels, c'est finalement assez sécurisant.
Et c'est vrai que le moment où on me demande de prendre un stage, c'est un peu une ouverture sur l'inconnu. Ouais. Ah mais en fait, il n'y a pas de semestre après, quoi. Et, c'est quoi le plan? Parce que là, autant j'avais le plan pour les 3 prochaines années, autant là, j'ai pas le plan. Donc, je comprends totalement un peu le mur qui peut se rapprocher et qui peut faire un peu peur. Donc, toi, t'as fait quoi comme stage, du coup? Qu'est-ce qui t'a plu? Alors, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Tu parlais de microcosme. Moi, déjà, c'était énorme, tu vois, l'ouverture par rapport au ski. Parce que le ski, c'est plus un microcosme, le monde du sport, etc. Là, le SCP, tu vois, sur un clic, je suis partie 1 an à Londres. Ça m'ouvrait des perspectives qui étaient déjà, si tu veux, un peu vertigineuses. Et encore plus le stage en disant, j'avais un peu la croyance que le premier stage, il allait voilà, influencer tellement le reste, et il ne fallait pas que je me trompe, tu vois. Alors qu'en fait, voilà, tu t'explores et c'est complètement OK. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, première année, je suis allée dans une PME qui recrutait des stagiaires vraiment de première année. Et du coup, j'ai pu tester plusieurs services. J'étais en soutien à plusieurs services, les commerciaux, compte Pôle Loger ou finance, puis un peu marketing, référencement, SEO, tu vois, pendant 3-4 mois. Ça m'a permis de découvrir mon entreprise. C'était vraiment le premier pas là-dedans. T'étais quand même plutôt bonne élève, quand même, du coup. Ah ouais, j'étais... T'es pas là-dedans qui fait le sport, mais qui derrière s'en voit un peu. C'était quand même... Non, j'étais plutôt déterre aussi en mes concours. Ma mère était instite, ma grand-mère était instite. Ça a été important, tu vois. Il y a ma famille. Ouais. Il y a un mantra familial. J'allais dire, je sais pas si j'ai eu le choix, mais mon frère a eu le choix et était plutôt à la cool, tu vois. Mais moi, j'étais plutôt intéressée par ça, en fait, et du coup, ça allait bien, ouais. Donc, ouais, premier stage comme ça, et puis après, grosse crise, questionnement de je vais où plus tard, etc. Et là, je crois que j'ai vraiment utilisé tous les outils à ma disposition au sein de mon école pour essayer de m'orienter. Tu vois, peut-être du coaching collectif, ça n'avait pas ce nom-là, mais à l'époque. Et du coup, la voie qui ne me fermait pas de porte, c'était le conseil en strat. Et c'était valorisé. Tu accompagnais plein d'entreprises différentes, plein de secteurs, plein de départements différents, dans plein de pays différents aussi. Ça variait, voilà, le mode projet. Donc si tu veux, j'ai eu le conseil, notamment en stratégie, comme nouvel objectif qui ne me fermait pas de porte. Donc c'était encore un peu un non-choix, mais le choix du lieu, tu vois. Et donc après, j'ai pas pu avoir conseil tout de suite, donc j'ai décidé de faire un stage en contrôle de gestion dans une grosse boîte, L'Oréal, pour avoir la vision chiffrée d'une entreprise et le grand nom sur le CV. J'ai compris que c'était pas ça que je voulais faire, donc voilà, je la mets. Et puis après, j'ai trouvé un stage sur Facebook, s'il te plaît, en Malaisie, en conseil en strat aussi, donc trop bien. En Malaisie? En Malaisie. Là, tu vois, mes parents, par contre, à ce moment-là, je leur dis, ouais, je trouve un stage sur Facebook en Malaisie, je m'en vais dans 1 mois et demi. Je vais aller donner mes organes. Tu ne sais pas. Et en plus, ma meilleure pote, elle a trouvé un moyen aussi de trouver un stage en Malaisie, donc on est parti, si tu veux, 6 mois. La fille de Michel. Non, une autre. Oui. Ok. Et donc voilà, et on est parti en Malaisie, donc conseil aussi, et je suis revenue, ma dernière année à l'ESCP, j'ai fait en option entrepreneuriat. Je pense que j'avais déjà quand même la petite intuition que je voulais être un jour ma propre chef, tu vois, d'avoir ma propre entreprise et de... Attends, il y a qui frotte. Ah, merci. T'inquiète, désolée. Mais t'inquiète. Donc, t'as l'option entrepreneuriat. En option entrepreneuriat, en me disant, dans tous les cas, je vais apprendre à faire plein de choses, ça va me servir en conseil, et puis si un jour je veux monter ma boîte, j'aurai des clés. Je l'ai fait, c'était génial, on est à la Saint-Marie Cisco dans le cadre de cette option, c'était officiel. Et puis après, conseil en strat, du coup, en premier CDI, chez Kia, M-Partner. Ok. Voilà. Toi, à ce moment-là, donc tu prends ton premier CDI. Ouais. En ayant fini ton option entrepreneuriat, est-ce que c'est des astuces entrepreneuriales qui t'ont aidé dans ton premier CDI, ou ça a été dans un coin de ta tête et t'avais pas tant que ça de façon d'être créative ou de proposer des solutions? Non, ouais, à ce moment-là, non, je trouve que les deux mondes ne se touchaient pas beaucoup. Même si t'apprends, en fait, tu développes des soft skills quand même
en conseil qui te servent quand tu entreprends. Mais parce que tu dis une machine de guerre, en fait. Tu es bien une machine d'analyse, de compréhension d'un environnement, d'adaptabilité, de résolution de problèmes. Tu vois, c'est quand même... c'est comme une prépa sur ces compétences-là. Et tu bosses énormément en conseil en strat, mais tu vois tellement de boîtes différentes, tellement de problématiques différentes. Même en interne, tu as des équipes projets qui changent toutes les 2 semaines à aller tous les 6 mois maximum. Donc en fait, tu apprends... puis c'est très exigeant parce qu'on est vendu cher aux entreprises. Donc on doit apporter de la valeur aux entreprises. Et nous, comme les jeunes, tout de suite, ils sont méga formés. Donc ça a été hyper enrichissant sur ça. Honnêtement, j'ai progressé et ça m'a donné des bases dans le monde professionnel qui sont énormes. Vraiment, je vois encore aujourd'hui, tu vois, les compétences que j'ai, et je sais que je les ai acquises là-bas. C'est quoi, par exemple, comme compétence ? Tu vois, la résolution de problèmes, ou la synthèse, ou la capacité d'exécution, vite, bien, d'être dans le détail aussi. Ouais, voilà. Et puis de compréhension d'une entreprise, comment elle fonctionne, tu vois. Des problématiques stratégiques, mais aussi plus opérationnelles, comment on met en place les recommandations stratégiques. Enfin, voilà. Dans la manière de penser, la pensée critique. Voilà. Ouais. Donc, tout ça, c'est en accéléré parce que tu bosses jour et nuit. En tout cas, moi, j'ai bossé jour et nuit. Parce que l'environnement, il est comme ça, mais aussi parce que je suis comme ça. C'est quoi les objectifs qu'on te donne à ce moment-là parce que même si je pense qu'on commence à se dire un petit peu que t'es le genre à bosser de ouf et en tout cas à donner le meilleur de toi-même, mais je pense que c'est toujours dans les idées d'un objectif. Ouais. Je t'entends au Sochi 2014, après le concours de commerce, après réussir à avoir le meilleur stage ou poste possible. Et une fois que tu as ce poste-là, qu'est-ce qui vient te donner l'envie justement de bosser jour et nuit ? Est-ce que c'est, je pose les questions, mais tu vois, est-ce que c'est le salaire ? Est-ce que c'est prouver que tu en es capable ? Est-ce que c'est le client chez qui tu es qui est valorisant et inspirant ? Enfin, qu'est-ce qui vient de te donner ça ? Ouais, merci de poser cette question, parce que je pense que j'aurais pas pensé à lire spontanément. En fait, tout ce que tu viens de dire, c'était sur le papier, les motivations sur le papier, et c'est pour ça que j'ai choisi ce job. Et en réalité, j'avais pas lu tout ça. Mais en fait, j'étais pas motivée. Ok. Et si tu veux, les objectifs du cabinet, où c'est très normé, si tu veux, voilà, t'as une grille de compétences. Chaque année ou 2 fois par an, on regarde si t'es aux attentes, au-dessus des attentes. Et puis ça, du coup, ton parcours ou la rapidité de ton parcours dépend de ça. Donc après, t'es junior, tu passes senior, manager. Tu vois, c'est très, très structuré. Et moi, à ce moment-là, je me rends compte que j'en ai rien à faire de ça, tu vois. Mais rien à faire. Et c'était horrible. Et justement, là, je me rends compte que c'était dur de donner du sens à ma vie par rapport à des rêves que j'avais enfant, où c'était simple de me lever le matin, tu vois, et de faire des abdos parce que je savais ce que je voulais. Et là, je m'en fous, quoi. Et tu vois, même de donner... Alors oui, c'est valorisant. C'était valoriser ce parcours. Et puis les gens me disaient, ouais, une super reconversion, tu vois. Sauf que moi, j'y allais et... c'est pas que je m'ennuyais parce que je travaillais énormément, t'as pas le temps de t'ennuyer, mais une crise de sens énorme. Et à ce moment-là, je veux faire du théâtre d'impro, c'est plutôt dans le perso, tu vois. D'ailleurs, je n'arrive pas à donner une place assez importante à tous mes projets annexes parce que je bosse énormément. Quand tu bosses jour et nuit, c'est plus difficile. Effectivement. Des fois, j'étais à distance, tu vois. Je me rappelle, à l'époque, je partais du lundi au jeudi soir super tard à Pau. Je crois que j'y suis allée pendant 6 mois. Tu vois, c'est le taf de consultant avant, mais il n'y avait pas de télétravail autant post-Covid, tu vois. Je travaille jour et nuit sur des problématiques qui finalement n'ont pas tellement, si tu veux, vous savez, un intérêt intellectuel rapide, quoi. Mais en réalité, ça n'animait pas du tout. Et je me disais, mais je veux pas de cette vie, en fait. Vraiment, je veux pas de cette vie. Déjà, quand je vois que parfois je dois partir, excusez-moi, mais à Clermont-Ferrand dans 2 jours, et je suis au bout de ma vie. Pourtant, vraiment, on vous aime beaucoup à Clermont-Ferrand. Hein. Mais personnellement, les déplacements, c'est un truc, ça me met mon énergie à zéro. Alors que j'ai quand même un métier où j'ai la chance que ça me donne du sens. Je suis assez admirative de la détermination que tu as à ce moment-là, de dire j'ai pas forcément un truc qui me botte de ouf, j'ai pas forcément de place dans mon univers perso, mais vas-y, j'y vais quand même et je lâche pas, quoi. Ouais, mais en fait, si, j'ai lâché assez rapidement, mais tu vois, moi, je pense que ça, c'est aussi ma force. C'est-à-dire que je rectifie très rapidement quand ça me va pas. Parce que là, en fait, je suis restée 2 ans, tu vois, ce qui est très peu.
Tu apprenais C'est pas mal quand même 2 ans. Hein. Ouais, peut-être, ok. Enfin, moi, je le vois très court, tu vois, quand même, parce que tout de suite, je me dis, ok, ça va pas. Je me rappelle les vacances de Noël, je m'achète un bouquin que je recommande absolument, S'épanouir professionnellement, de Fabrice Mézières. Et c'est un livre d'auto-coaching, tu vois, qui permet de poser des questions sur, en fait, qu'est-ce que tu aimes faire tu rêvais à quoi quand tu étais petit, une sorte de ikigai, tu vois, avec plein d'autres questionnements que je fais. Et tout de suite, je reviens le 6 janvier, d'ailleurs, et je dis, ok, je démissionne. Tu vois, comme si, en fait, si tu veux, parce que j'ai eu un moment où ça allait pas, où je travaillais trop, tout de suite, je me dis, ok, je veux pas de ça. Et j'ai jamais voulu. Et en fait, c'est même pas tellement c'est ma force, c'est que je n'arrive pas à faire autrement, à me résigner d'un truc qui va pas, tu vois. Et donc, mon objectif à ce moment-là, il est, ok, je vais trouver un truc qui me correspond mieux. C'est pas la confiance en fait. Comment ? Tu te fais confiance. Tu te fais confiance sur le fait que tu vas réussir à trouver un truc, quoi qu'il. Ouais, c'est marrant que tu le dises comme ça parce que je le vois pas comme ça, comme si je me faisais comprendre, mais je fais. Mais du coup, ça me renvoie un mon feedback, tu vois. Mais je me dis juste, je peux pas rester là. À ce moment-là, c'est comme si c'est pas un choix. Je ne peux pas être résignée. Moi, je trouve ça tellement triste, les gens qui sont résignés. Et je voyais mes collègues, ah non, je veux pas être là, je travaille trop, j'aime pas mon taf. Ah bah, je m'en vais. Tout de suite, je m'en vais, tu vois. Et ouais, la confiance que je vais retrouver quelque chose, ouais. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important pour moi aussi, hein, le fait de justement pas rester dans quelque chose dans lequel on n'est pas bien. Mais il est vrai aussi qu'on n'a pas toujours cette liberté, on n'a pas toujours ce sentiment de liberté-là. Et t'as les ressources, hein, tu vois. Et ni les ressources. Et du coup, toi, à ce moment-là, s'il y a des personnes qui t'écoutent et qui sont dans le même cas et qui disent, bah putain, ouais, c'est vrai que moi j'aimerais bien, ça me parle et j'aimerais partir, mais je m'en sens pas capable. Ouais. À ce moment-là, est-ce que tu saurais identifier c'était quoi ce que tu avais en ressources qui t'a permis de te sentir capable en fait de dire je démissionne? Ouais. Ouais, ce que j'ai fait à ce moment-là, alors déjà ce bouquin, Fabrice Mézières, en fait, c'était un ancien collègue de ma boîte. Et je me rappelle, on avait discuté du coup aussi autour. Enfin, tu vois, j'étais allée solliciter des personnes avec qui j'avais confiance dans le cabinet pour peut-être envisager des options futures. Et à ce moment-là, j'avais pas mal utilisé LinkedIn pour explorer de nouveaux métiers et j'appelais les gens. Tu vois, j'appelais en disant, c'est quoi votre métier ? Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier ? Qu'est-ce que vous aimez moins ? Faut faire quoi pour faire ce métier-là ? Voilà, donc j'avais vachement sollicité des personnes qui n'étaient pas de mon réseau, hein, je les connectais comme ça. C'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. Plus tard, en le démarchant sur LinkedIn, exactement, c'est ça. Et donc ouais, ça, ouais, après, je dois dire aussi, bah, là, je bénéficiais quand même du diplôme de l'ESCP qui rassure, des expériences en conseil en strat, qui rassure. Tu vois, j'avais aussi ce background, et c'est vrai que le background de skieuse aussi, il rassure. Tu vois, enfin, aujourd'hui, le sport de niveau, c'est valorisé dans l'entreprise. Tu as justement les valeurs de travail, l'orientation objectif, le fait d'être rigoureuse dans les détails. Voilà, tu as toutes ces idées associées au sport de haut niveau qui, bah, je me disais, ok, j'ai ça, et donc quand je vais postuler, je pourrais mettre ça en avant, tu vois. Voilà. Je crois que c'est ça qui me donnait la confiance que je vais pouvoir retrouver. Et en fait, rapidement aussi, je vois que, si tu veux, le résultat de mon auto-coaching avec ce bouquin, encore une fois, que je recommande, si tu veux, après, j'ai mis des alertes LinkedIn, et je vois qu'il y a des posts comme ça, tu vois, des annonces. Donc, je crois que c'est ça qui me fait aussi changer. Puis, ce qui a été précipité, c'est qu'ils voulaient me renvoyer, je sais plus où, dans la France et tout. Je dis, non, c'est mort, je pourrais même plus chercher un nouveau taf. Ok. Voilà. Ok, ça c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que comme parfois on peut se demander pourquoi est-ce que je me prends la tête à faire telle ou telle école, pourquoi je me prends la tête à faire tel diplôme, alors que ça m'intéresse peut-être pas. Je trouve que c'est quand même hyper chouette quand plus tard tu veux te réorienter ou faire autre chose dans ta vie, de pouvoir te dire que t'as quand même un élément qui t'assure un espèce de palier d'acquisition de j'ai déjà prouvé que j'avais fait ça, et du coup j'ai plus besoin de tout reprendre à zéro. Ça c'est quelque chose que je ressens aussi avec l'école d'ingénieur. J'ai l'impression que ça m'apporte une confiance et une réassurance dans peu importe ce que je fais. Je me dis que j'ai déjà quelque part prouvé ma valeur quelque part, et que tout le reste ça sera du bonus, mais que le taf j'ai déjà fait, j'ai déjà fourni, il en reste énormément à faire pour la suite. Le fait de prouver que j'étais capable de faire des choses,
Ça me donne le sentiment que c'est bon, check. Ça, j'ai plus besoin de tout recommencer. Donc, ça fait aussi partie des choses qui peuvent donner du sens. Si jamais on se dit, mais pourquoi je continue à faire soit des études longues, soit à finir mon BTS, soit... Ça peut toujours être un moyen de vous dire, ok, bah ça c'est fait. Ouais. Et vous n'avez plus besoin de le refaire ou de le reprouver. Ok. Donc là, on arrive au moment où tu as quitté le cabinet de conseil. Et qu'est-ce qui se passe entre ce moment-là et aujourd'hui où tu as lancé Joya, où tu te lances dans plusieurs activités entrepreneuriales? Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans ce moment-là et à quel moment tu fais le grand saut? Ouais. Bah, du coup, à ce moment-là, en fait, je continue en conseil en transformation humaine, donc transformation culturelle, transformation managériale. Là, j'étais dans une autre équipe, un autre cabinet. Là, j'ai eu des rôles modèles, des femmes au travail, hyper inspirantes, hyper fortes, qui avaient une vie perso et une vie pro, qui valorisaient les deux. Ça, c'était important pour moi à ce moment-là. Et deux coachs, tu vois. Et c'est là où je rencontre à nouveau ce métier du coaching professionnel. Et dans les transformations culturelles qu'on va mener, je vois que ça a un impact de fou. C'est-à-dire que, oui, les accompagnements collectifs qu'on peut proposer dans le cadre de conseils, ça marche, mais des fois, d'accompagner en individuel ou des équipes sur des problématiques ciblées avec des méthodes de coaching, ça permet d'avoir des résultats encore plus flagrants et de vraies transformations. Et surtout, en fait, le coaching, c'était poser des questions, avoir des échanges authentiques avec les interlocuteurs. Voilà, c'est parce que j'ai eu la chance de faire des projets avec des coachs que je vois leur métier et que je vois qu'en fait, ça correspond à moi, ce que j'aime, tu vois. Dans la vie, mes potes, ils me disent, tu poses toujours des questions hyper cheloues, tu vois, et puis j'adore m'intéresser à, vas-y, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Tu te lèves le matin, qu'est-ce qui te fait kiffer? C'est quoi les moments où tu kiffes un peu moins? Pourquoi? Qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça, tu vois? Ça, des fois, bon, ça saoule à l'apéro, tu vois, mais c'est genre ce que j'aime poser comme question. Et là, je vois qu'en fait, c'est un métier, tu vois. Donc, trop bien. Et donc, je travaille avec ces personnes-là. Et je l'avais un peu en tête, tu vois, mais on me disait, vas-y, fais tes preuves déjà. Dans le monde de l'entreprise, il faut connaître le monde de l'entreprise, etc. Mais c'est de plus en plus proche. Et je me dis, mais pourquoi pas le faire dès maintenant, en fait? Pourquoi attendre, si tu veux, 40, 50 ans, l'âge moyen des coachs, une reconversion après un burn-out? Tu vois, je dis, ok, en tête, c'est ça, ils vont le faire. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que projet de déménagement à Lyon, là, j'étais à Paris. Et en fait, si tu veux, il n'y a pas mon équipe à Lyon qui avait à Paris, à laquelle j'étais attachée. Je pourrais monter, il y avait une option possible de monter, du coup, la branche People and Culture, c'était mon équipe à Lyon. Et là, tu vois, j'ai vraiment failli. J'étais engagée déjà dans les réunions de travail et tout. Tu vois, je me dis, mais en fait, c'est pas ça mon projet, quoi. Si je continue mon raisonnement de renoncer à rien de ce qui me fait vibrer, et ben go, c'est maintenant l'indépendance, c'est maintenant que tu te formes du coup en coaching. Et pourquoi aussi, là, en termes de ressources, c'est parce que j'ai pu avoir Pôle emploi à ce moment-là. Parce que déménagement, donc rapprochement de conjoints, donc j'ai eu Pôle emploi. Et j'ai eu des personnes qui m'ont... Alors, des rôles modèles avec ces coachs, mais aussi des discussions avec ces personnes-là, qui me donnent un peu une autorisation. Tu sais, je sais pas, moi, mes prises de décision, elles ont été vachement comme ça de... C'est envisageable, mais tout d'un coup, boum, c'est possible, et en fait, il n'y a plus rien qui... Bon, ça n'a pas de sens même de ne pas le mener. Et je me rappelle d'un déjeuner avec une de ces personnes, et qui me dit un truc tout bête, quoi, genre faire, bah ouais, vas-y, fais-le. Et elle était partenaire, tu vois, à ce moment-là. Donc, partenaire, c'est le plus haut grade. Oh, je sais pas, je m'étais peut-être imaginé qu'elle essaye de me garder, tu vois. Pas du tout, mais vas-y, fais-toi kiffer. Bah ouais, c'est parti. Et voilà. Et tu vois, ces autorisations de la part de personnes à ce moment-là plus haut gradées, mais à chaque fois, je me dis, donne-les toi-même, ces autorisations. Mais en tout cas, là, j'ai eu besoin de ces encouragements, soutiens. Et je me rappelle à ce moment-là, tu vois, si je reviens aux parents qui m'ont toujours soutenue, je pense que j'avais quand même un blocage, alors que j'avais 29 ans, 30 ans, tu vois, parce que j'anticipais comme si mes parents, ils allaient être moins rassurés de ce choix-là. Mais pareil, c'était un truc que j'avais dans ma tête, et je leur ai parlé, et ils m'ont dit, mais pareil, fais ta vie, en fait. Et ça a été une autre autorisation. Et j'ai la chance d'être hyper soutenue aussi par mon mari, tu vois, où on est une team comme ça. Enfin voilà, ça fitait, et c'est du soutien sur là. En fait, tu montres aussi en disant ça que quand tu as besoin de soutien,
Ouais. tu vas les solliciter, enfin, tu vas les chercher, tu vas les solliciter et tu t'entoures quand même de personnes qui, qui sont une base solide. Que ce soit des rôles modèles qui sont plus haut dans la hiérarchie, mais où tu arrives à leur poser des questions et où tu arrives à solliciter leurs conseils. Et quelque part, ça, c'est une compétence super forte de savoir solliciter le conseil. Ouais, solliciter le conseil, solliciter le soutien. Mais tu vois, là, quand je le raconte, on me dit, enfin, par exemple, avec ma famille, cette reconversion, là, du coup, en coaching, donc en accompagnement individuel, mais aussi collectif. Et ce que j'ai pas dit, c'est que du coup, la CNV, communication non violente, c'est hyper important dans mon projet pro. Et en fait, j'arrive avec ça, si tu veux, avec ma famille, et ils connaissent pas ça. Et donc, en fait, ils sont quand même hyper rassurés par prépa, école de commerce, conseil, j'ai un salaire. Tu vois, j'ai ça. Mais je leur dis ça, ils se demandent... au début, c'est quand même... Parce que je suis allée vite quand j'ai raconté en mode, vas-y, fais-le. Mais c'est un peu sur, mais pourquoi, tu vois? Et est-ce que c'est pas un taf de troubadour, tu vois? Enfin, quand même, tu vois? Ou même de secte, tu vois? Ou est-ce qu'en fait, on parle de développement personnel, si tu veux, et des voyeuses, on dirait qu'il y a tout et n'importe quoi derrière. Et au début, si tu veux, il y a des peurs. Donc, je vais solliciter un soutien. J'en ai besoin de ce soutien parce qu'on est proche, on m'a fait. J'ai envie que ce soit fluide nos échanges. Et au départ, je n'ai pas forcément dans le contenu. C'est-à-dire, ils ont le soutien en disant, de toute façon, quoi que tu fasses, bah, fais ta vie. Mais je reçois quand même des peurs, des avertissements de est-ce que vraiment ça, c'est sérieux? Est-ce que tu pouvais éviter de devenir un chaman? Ouais, Ça serait mieux. alors que j'ai trop envie de devenir un chaman. Tu vois? Et donc ça, en fait, c'était aussi... je pense qu'il y a des fois où il faut aussi s'écouter, tu vois. On va solliciter le soutien, des fois on l'a pas, parce que c'est notre projet, tu vois. C'est notre projet... ça fait bizarre de dire ça, c'est très poétique, mais c'est mon projet à ce moment-là. T'es en trace, c'est ton truc. C'est ça. Et à la limite, merci du soutien, et je viens solliciter parce que je sens que j'en ai besoin. Mais savoir aussi des fois se protéger des peurs des autres qui veulent notre bien, tu vois, qui veulent contribuer. Mais des fois, c'est pas le soutien qu'on attend, tu vois. Oui, voilà. Je voulais préciser ça parce que... et tu vois, j'ai 30 ans, 32 ans, et je suis toujours en train d'essayer ça, de me dire, ok, comment je coupe aussi le cordon, tu vois. Comment je m'entoure, et en même temps, des fois, je m'épanouis. Enfin, tu sais, c'est les deux dimensions de j'appartiens, en même temps, je m'émancipe. Et tu grandis, quoi. Ouais, voilà. Tu t'évolues. Ouais. Ok. Et dans ton... C'est quoi aujourd'hui ce qui te... Pardon, les silences à rallonge. C'est quoi aujourd'hui ce qui te... ce qui te donne envie de te lever? Tu vois, c'est quand tu te réveilles le matin, c'est quoi ton nouveau Sochi 2014? Est-ce que t'en as un déjà? De toute façon, je suis obligée de me lever parce que là, mon fils m'appelle, il pleure, tu vois. Donc, il veut manger. Non, mais tu vois, je suis aussi dans une période de vie où j'ai quand même moins besoin de me demander ça, tu vois. Quand tu deviens maman, tu as quand même une responsabilité. Mais tu n'es plus que toi. Exactement. Et ça change quand même énormément de choses. Je pense que, tu vois, je l'ai dit tout à l'heure, je m'étais vraiment questionnée sur est-ce que je veux des enfants ou pas. Et quelle maman je veux être, comment je veux mener ma vie et tout, mais j'avais jamais anticipé tous les changements que ça allait engendrer sur ma vie, en termes de priorité, en termes de quotidien, etc. Et je te dis ça parce que c'était hyper important pour moi, c'est-à-dire chaque matin, je me levais avec une intention, tu vois, que j'explicitais, que j'allais marquer quelque part, comme mantra de la journée, et ok, pourquoi je me lève, comment je veux le faire, et j'ai plus le temps de faire ça, tu vois, juste... Je dois donner à manger à mon fils, je dois partir au boulot que je me crée, hein, bien sûr. Mais... Donc, je suis quand même dans un moment où là, tout ce qui me ressourçait et donnait du sens, enfin, rassurait aussi, toutes les routines que je m'étais créées, où j'avais pris le meilleur du ski, pris le meilleur du conseil, machin. Enfin, tu vois, il y a tout un nouveau système, des nouveaux équilibres à trouver dans mon nouveau quotidien, du coup de maman, d'entrepreneur, encore en création d'activité, même si ça fait, tu vois, 2 ans que je me lance. Voilà, donc ce qui me donne du sens, là, vraiment, en ce moment, tu vois, c'est pas à pas. Juste pas à pas de moins me poser des questions justement sur est-ce que je suis à ma place là? Est-ce que j'actualise absolument parfaitement mon rêve ou quoi? Juste pas à pas, délivrer ce que je dois délivrer et faire confiance que je vais arriver. Tu vois, j'ai quand même un switch de
tu sais, le chemin versus la fin. On veut entendre, tu vois. Là, juste, j'ai plus les ressources pour être simplement orientée objectif. Je suis beaucoup plus pragmatique dans le quotidien. Quand je t'entends parler, j'ai le sentiment qu'il y a eu un switch entre beaucoup de mental et beaucoup de quels mes objectifs, je note, comment je peux atteindre la best version de moi-même, à un retour aux bases et aux sources de ok, on va y arriver, mais par contre, on va y arriver pas à pas et on prend pas trop la tête, quoi. Ouais. Bah, sinon, c'est douloureux, en fait, tu vois. Enfin, parce que je me rendais compte que, en fait, je suis obligée de faire des ajustements permanents avec un bébé et dans le monde entrepreneurial aussi. Tu vois, je pense que ces 2 projets... T'as un pote de bébé, là. Ouais. Ouais, et ces 2 projets, ils ont quand même... c'est incroyable. Vraiment, j'échange ma place pour rien au monde. Mais t'as quand même des montagnes russes. Tu vois, dans les 2, t'as des gros up, des gros down, des moments où tout va bien, des jours, notamment avec le bébé, où tu as des joies, des rires, et voilà, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Et puis des jours, enfin des nuits plutôt, où il dort pas, tu vois, et quand t'es privé de sommeil, ouais, c'est dur. Et dans le projet entrepreneurial, il y a des fois où tu as des clients, tu rencontres des gens qui sont super, tu es avec une communauté awake, où voilà, t'as des personnes qui t'inspirent, t'as des projets qui ont du sens, c'est génial. Et puis il y a des moments où, putain, comment je fais mon taf en me trouvant de nouveaux clients et juste en préservant ma santé mentale, tu vois. Et donc, il y a toujours ces 2 sujets à traiter. Et donc, en parallèle, si je gardais le même positionnement qu'avant, raisonnement et tout, en fait, c'était hyper trop dur. Enfin, tu vois, c'était trop exigeant, en fait. Et donc, j'essayais vraiment là de moins me poser de questions, d'avancer pas à pas, en vivant chaque jour plutôt des valeurs, tu vois. Enfin, en incarnant mes valeurs au quotidien plutôt que de viser. Enfin j'ai changé de viser, quoi. L'objectif, il est à la fin de la journée. J'ai envie de vivre quoi? J'ai envie de vivre dans l'amour, dans le partage, dans la connexion, dans la sérénité, dans l'inspiration, aujourd'hui. Voilà ce que je veux dire. Voilà. Et avec Joya, Ouais. donc ces valeurs-là, c'est quoi la mission que tu as créée pour Joya dans l'incarnation de ces valeurs-là, du coup? Ouais. En fait, c'est marrant, c'est un peu la même que Wake. Je pense que c'est pour ça aussi que nos chemins se sont croisés avec Wake. Quand j'ai vu la mission de Wake, ça résonnait énormément. Pour permettre à chaque graine de trouver sa voie et de libérer son potentiel. Voilà, c'est ça. Donc moi, c'était trouver sa place et déployer son potentiel. J'accompagne mes clients à ça. Au départ, je m'étais dit, tu vois, pareil, avant, le compte d'avant, j'étais là, voilà, peut-être je vais accompagner les sportifs de haut niveau en reconversion. Parce que ce moment-là, il était difficile pour moi de je suis qui après le sien, qu'est-ce que je sais faire, machin. Et puis en fait, la vie fait que j'ai accompagné d'autres personnes, j'ai envie d'élargir. Donc là, j'accompagne des personnes qui veulent simplement réfléchir à passer des caps pro ou perso, trouver leur place, déployer leur potentiel. Bref, ne pas se résigner, si tu veux, à un quotidien où ça va pas. Tu vois, là, je fais la vieille quoi. Genre, en gros, ma mission, c'est, t'as un caillou dans la chaussure, moi, je t'aide à t'arrêter et on enlève le caillou et tu peux repartir en courant et en criant et en étant trop heureux, tu vois. Versus marcher 10 km en râlant parce que t'as un caillou dans la chaussure. Tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà, je veux pas bien ce que tu veux dire. Donc, enlevons nos cailloux dans la chaussure. Écoute, moi, je trouve que c'est parfait. Et ma petite question, parce qu'on arrive à la fin de cette interview, cette question, c'est est-ce que tu as une lecture ou un rôle modèle ou une personne que tu trouves inspirante, un peu qui t'accompagne au quotidien, ou plus ou moins, ou que ça peut être connu ou pas, que tu aimerais partager avec les personnes qui nous écoutent? J'en ai tellement. Honnêtement, j'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent, que je vais écouter en podcast, des livres, tu vois, que je vais lire, ou même dans mes proches. C'est dur. Si je réduis, la dernière personne dernièrement que tu as entendue ou croisée qui t'a fait avoir un peu un « Ah, grave ». La dernière personne, et en fait c'est aussi une manière récurrente, c'est Thomas Dansembourg, qui est formateur certifié en CNV, communication non violente. Il a écrit des bouquins où il parle de CNV avec des mots complètement compréhensibles, tu vois, pas de gourou, pas de machin, et qui parle de relations humaines, de gestion de conflits, de paix en fait. Tu vois, au-delà de ça, c'est
lui, il pense que c'est une conscience citoyenne, si tu veux, d'apprendre à mieux communiquer pour respecter les besoins, les tiens, les miens, et permettre à un de vivre ensemble. Donc en fait, ce gars, il m'inspire énormément parce que il parle de quelque chose qui a énormément de sens, qui contribue à apaiser les relations entre les êtres humains, dans le respect de chacun. Voilà. Et donc ça, énormément de confs disponibles. Et si tu veux, je crois que j'en écoute tous les mois. J'ai lu tous ses bouquins. Et il a changé ma vie parce que quand j'ai rencontré la CNV et que je me suis formée à la CNV, ça a changé ma manière d'être avec le monde, avec les autres, avec moi-même, tu vois. Thomas Tassembourg. Ok, voilà, merci. Et si des personnes ont envie de te retrouver, ont envie de te suivre, ont envie de te contacter, comment est-ce qu'on peut joindre Naïs? Ouais. Et ben, écoute, mon LinkedIn, Naïs dit Thomas P, mon site internet, joyaaccompagnement.fr. Et sinon, passez par WEC, qui est un de mes partenaires. Ça va adorés. Voilà, merci. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Naïs. J'étais ravie de pouvoir partager ton parcours. Moi, j'étais avec toi, à travers toutes ces différentes éras de ta vie. C'était vraiment trop cool. Merci de ta présence et j'espère que c'était chouette. Ouais, carrément. Merci beaucoup à toi et à WEC. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et j'espère surtout qu'il vous aura inspiré. Vous l'aurez compris, on peut tous devenir le rôle modèle de quelqu'un et on peut tous inspirer quelqu'un autour de soi. Alors continuez à cultiver votre unicité, continuez à cultiver ce qui vous plaît et ce qui vous intéresse et surtout, partagez-le. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à l'écouter, le réécouter. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou lui mettre une bonne note sur votre application de podcast, c'est important. Et surtout, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Instagram, BeAwake. On est aussi sur TikTok, BeAwake. Et sur Facebook, LinkedIn. LinkedIn, c'est là où vous pourrez retrouver des articles de blogs qui sont sur notre site internet. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.